Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui est organisé par le programme Biopama pour marquer la Journée internationale de la biodiversité 2022. Mon nom est Tania Merceron et je suis la coordinatrice régionale du programme Biopama en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Je travaille pour le compte de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Biopama, qui organise cet événement en ligne, signifie Biodiversity and Protected Areas Management Program et est financé par l'Union européenne et le groupe d'États ACP. Ce programme est mis en œuvre conjointement par l'Union européenne, par l'UICN et le Centre commun de recherche de la Commission européenne. L'objectif principal du programme est de renforcer la gestion et la gouvernance des aires protégées et conservées grâce à une meilleure utilisation de l'information et le renforcement des capacités en matière de gestion et de gouvernance. Il appuie donc au développement d'outils et de mécanismes pour mettre l'information fiable et pertinente au cœur des prises de décision au niveau local, national et régional en matière de conservation. Aujourd'hui, à travers ce webinaire, nous allons mettre l'accent sur un résultat majeur du programme qui est la mise en place d'observatoires régionaux qui soutiennent la collecte de données et leur analyse et le suivi et l'établissement de rapports. Ils développent des capacités des institutions nationales et locales de manière à ce qu'ils puissent gérer ces informations et fournissent des orientations pour une meilleure prise de décision sur la conservation de la biodiversité. Ces observatoires facilitent aussi des échanges entre les différentes parties prenantes de la conservation, c'est-à-dire les États, les collectivités territoriales, les ONG, les institutions de recherche, les institutions académiques, les communautés locales et bien sûr les partenaires techniques et financiers, tout cela afin d'assurer une cohérence des initiatives et du coup favoriser plus d'impact. Nous allons donc aujourd'hui parler principalement de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, l'OFAC, et de l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées d'Afrique de l'Ouest, l'OBAPAO, dont les présentations seront encadrées par celles d'un représentant du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et une autre de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui nous permettront de mieux comprendre le rôle de ces observatoires dans le contexte mondial post-2020 pour la biodiversité. Avant de passer la parole à nos différents intervenants, permettez que je vous informe encore une fois que l'interprétation anglaise et française est disponible à ce webinaire. Donc, je vous invite à cliquer sur le petit bouton, le petit globe tout en bas de votre écran pour y avoir accès. Nous vous invitons à toutes et à tous à vous présenter nom, prénom, institution et fonction, ainsi que votre localisation géographique dans le chat et à poser vos questions dans la rubrique Q&A, questions et réponses. Merci encore de nous avoir rejoints à ce webinaire. Nous allons donc commencer notre panel en invitant M. Claudio Chiarolla, responsable de gestion du programme chargé de la coopération technique et scientifique au niveau et du transfert de technologies au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Il va nous entretenir sur la question qui nous réunit aujourd'hui et la perspective de la CDB. Claudio, à toi. Merci beaucoup, Tania. Merci. Je vais partager mon écran. Parfait, parfait. Merci. Donc, mesdames et messieurs, bonne journée, bonne soirée à vous tous et toutes. Permettez-moi tout d'abord d'offrir mes remerciements aux hôtes, notamment l'UICN et l'équipe du programme Biopama, pour avoir organisé cet événement virtuel et pour avoir invité le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique à contribuer à la discussion. Un tel soutien à une action ambitieuse en faveur de la biodiversité est certainement de bon augure pour l'effort mondial visant à adopter un cadre solide pour la biodiversité mondiale après 2020 lors de la 15e conférence des parties à la Convention qui se tiendra à Kunming en Chine plus tard cette année.
Dans cette présentation, je vais introduire brièvement le cadre mondial, justement. Donc, le cadre mondial qu'émergera sera un compagnon de l'accord de Paris sur le climat, mais il se concentrera spécifiquement sur la nature et comprendra des objectifs, des orientations politiques pour guider notre société mondiale au cours des 3 prochaines décennies. Et le besoin, bien évidemment, ne pouvait pas être plus urgent. C'est important de souligner que tous les éléments du cadre mondial pour la biodiversité sont également importants. C'est un tout, donc on ne peut pas vraiment dissocier un élément des autres. Et nous avons bien évidemment les cibles, mais nous avons aussi la mission, sa vision, les indicateurs, les lignes guides pour l'implémentation aussi qui sont négociées, qui ont des références extrêmement importantes par rapport à toutes les questions de droit, des peuples autochtones, les questions de genre, etc. Donc, tout ça, c'est bien évidemment très important et aussi notamment le suivi, le reporting dont on a mentionné auparavant et dont les centres, les observatoires régionaux vont jouer un rôle fondamental. Et on reviendra sur ça plus tard. Par rapport au calendrier des négociations, notamment en septembre 2020, les Nations Unies ont publié la 5e édition des perspectives mondiales sur la biodiversité et le bulletin final sur les objectifs de biodiversité d'Haïti pour 2010 a montré que nos efforts collectifs n'avaient pas atteint la barre. Seulement 6 des 20 objectifs mondiaux étaient partiellement atteints, donc c'était un peu décevant par rapport à ce qui a pu être atteint à ce moment-là. Heureusement, lors de la 14e conférence des parties de la Convention, les parties ont tiré des leçons des objectifs d'Haïti, ont convenu de prendre des mesures audacieuses avec une approche plus inclusive. Et ils sont appelés à la mise en place de nouveaux cadres mondiaux qui exigeaient une mise en œuvre, un engagement universel de la part de toutes les parties prenantes et encourager leur contribution explicite à ces objectifs mondiaux, y compris les peuples autochtones, les communautés locales, les gouvernements régionaux et municipaux, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les institutions de recherche, les femmes, les jeunes et la société en général. Les négociations du cadre mondial ils ont eu lieu notamment dans le groupe de travail pour l'après 2020, ce qui est marqué comme OEWG dans ce diagramme. Et il y a eu 3 réunions de ce groupe de travail et récemment, ce mois de mars, le groupe de travail ouvert sur le cadre mondial pour la biodiversité pour l'après 2020 a tenu sa 3e réunion réussie. Et sous la direction de ses coprésidents, les parties ont finalement négocié un texte que vous voyez en bas, le texte de Genève dans le diagramme. Ce texte de Genève est très important parce que c'est la première fois que le texte a été vraiment approprié par les États, par les parties de la Convention, dont on pu finalement introduire tous les éléments en réfléchissant leur position nationale. Et c'est ce texte-là qui doit être négocié et adopté après à la COP 15. Or, il va y avoir une autre réunion de ce groupe de travail qui va avoir lieu ce mois de juin à Nairobi. Et donc, ce sera une réunion très importante parce que justement, les éléments à négocier, ils sont multiples et il faut atteindre un consensus afin qu'ils puissent être adoptés par la COP, par la conférence des parties. L'approche du cadre, il est basé sur 3 piliers pour simplifier au maximum. Donc, les objectifs et les cibles,
les questions de responsabilité et de transparence, de suivi, et ainsi les moyens de mise en œuvre dont on va traiter dans la deuxième partie de cette introduction. Donc, les moyens de mise en œuvre, notamment la mobilisation des ressources, le renforcement des capacités et la coopération technique et scientifique, le transfert de technologies également. Ce pilier, bien évidemment, c'est très important parce que une des éléments qui n'a pas permis justement aux objectifs d'Aichi d'être atteints de manière plus tempestive, c'était le fait qu'au moment où on les a adoptés en 2010, il a pris beaucoup de temps pour ces moyens de mise en œuvre pour être mis en place, et l'implémentation a commencé avec un certain délai de 3, 4 ans, 5 ans. Et donc, c'est très important pour le cadre de pouvoir être immédiatement appliqué par les différentes parties, et notamment il y a un rôle très important des institutions régionaux et des observatoires régionaux ainsi que d'autres acteurs qui sont déjà sur le terrain de pouvoir contribuer à la mise en œuvre. Mais également, il faut avoir un accord plus général sur les moyens de mise en œuvre dans le contexte du cadre. Également, je souhaiterais souligner les liens entre le cadre mondial et les travaux des différents organes subsidiaires de la Convention, notamment SBI, c'est un acronyme en anglais, c'est l'organe subsidiaire pour l'application, et le SABSTA, que c'est l'organe subsidiaire qui s'occupe des questions scientifiques, techniques et technologiques. Donc, dans le cadre de l'organe subsidiaire pour l'application, notamment, il y a un certain nombre de décisions qui sont préparées pour leurs adoptions lors de la conférence de parties, notamment concernant justement le renforcement de capacités et la coopération technique et scientifique. C'est de ça qu'on va en parler plus tard. Et également concernant le suivi, l'évaluation et l'examen des progrès en lien avec des points à l'agenda du SABSTA, notamment concernant l'examen des buts et des objectifs actualisés, l'élaboration des indicateurs et des données de référence. En lien avec la lettre G que vous voyez dans le cadre, justement, la responsabilité et la transparence du cadre eux-mêmes. Donc ça, pour rendre plus explicite un peu les liens entre ces différents travaux qui se mènent en parallèle dans ces différents groupes. Or, pour nous concentrer un peu plus dans le détail, dans les éléments de décision justement du travaux de l'organe subsidiaire concernant l'application, cet organe a élaboré une recommandation, notamment sur le renforcement de capacité, et il a été prévu l'adoption d'un cadre stratégique à long terme pour le renforcement de capacité pour mettre en œuvre le cadre mondial pour l'après 2020. Et cette décision doit être adoptée par la COP 15. Et les parties membres devront utiliser le cadre stratégique pour la conception et la mise en œuvre de leurs propres initiatives de renforcement de capacité. Donc, ça, c'est la fonction du cadre. Concernant la coopération technique et scientifique, les négociations, ils ont avancé, mais sont dans une phase intermédiaire. Il y a pas mal d'éléments encore à déterminer. Mais grosso modo, il y a eu un certain nombre de propositions pour pouvoir renforcer la coopération technique et scientifique en soutien du cadre pour l'après 2020, et notamment 3 options pour établir un nouveau mécanisme institutionnel qui est négocié justement dans cet organe subsidiaire de la conférence des parties, mais ainsi il rentre dans les discussions des moyens de mise en œuvre pour l'après 2020, donc c'est aussi en partie du cadre eux-mêmes. Les 3 options pour les institutions qui ont été retenues, et elles ont été déjà travaillées par les parties dans les négociations, sont donc la première, c'est d'établir un réseau de centres régionaux.
La deuxième, c'est un hybride entre les options qui avaient été présentées tout au début, donc une combinaison entre un centre global travaillant en concert avec un réseau de centres régionaux. Donc, ça pourrait être l'UNEP, justement, de demander à l'UNEP d'établir un centre indépendant comme le CTCN pour le climat, par exemple. Et une troisième option, que c'est le secrétariat travaillant en concert avec un réseau de centres régionaux. Cette fois-ci, encore une fois, en hybride, le secrétariat a déjà un certain nombre de programmes de coopération technique et scientifique, notamment le programme de BioBridge et plusieurs autres, donc qui va dans ce cadre-là, il pourra continuer ces programmes-là, mais aussi les amplifier, scale up, non? En concert avec les acteurs actifs à niveau régional. Or, ce qu'il me semble important de retenir, c'est que dans les négociations, notamment les trois options qui ont été retenues, si vous voyez, dans les trois, il y a un rôle important qui est retenu par les centres régionaux. Et donc, on imagine que quoi que soit le résultat de la négociation, il va y avoir un rôle à jouer par ces centres dans l'importance de la discussion qu'on a aujourd'hui par rapport aux observatoires régionaux en Afrique. La conférence des parties va aussi considérer les fonctions attribuées au mécanisme institutionnel proposé, aux principes pour ces partenariats stratégiques et le rôle du secrétariat, soit au sein du mécanisme, soit un rôle résiduel, bien évidemment, qui va être joué en tout cas. Or, c'est aussi important de souligner que ces options sont encore ouvertes et il y a un processus intersessionnel qui va être mené, notamment concernant la révision des initiatives qui sont déjà sur le terrain. Parce qu'un certain nombre de parties voulaient voir le résultat de cette révision des mécanismes existants avant de pouvoir s'engager dans une négociation sur un nouveau mécanisme institutionnel. Donc, si le processus d'évaluation peut être complété avant la COP 15, les parties vont effectivement considérer les options et peut-être prendre une décision pendant la COP 15 même, afin d'avoir un mécanisme qui soit immédiatement opérationnel après l'adoption du cadre. Et si le processus d'évaluation dont je mentionnais auparavant ne peut pas être complété avant la COP 15, donc la considération, la négociation sur ce nouveau cadre institutionnel va être faite après la COP et notamment par la 4e réunion de l'organe subsidiaire pour l'application pour une adoption à la COP 16. Donc, il va y avoir un délai de 2 ans avant que ce mécanisme soit opérationnel. C'est ma dernière slide de conclusion, donc des références un peu normatives par rapport aux décisions que je viens de mentionner. Donc, ça, c'est le texte justement en français du brouillon de décision. Vous voyez que les crochettes que vous voyez dans le texte sont les éléments sur lesquels il n'y a pas de consensus, bien évidemment. Donc, c'est brouillon simplement qui va être négocié. Mais encore une fois, à retenir l'importance de la collaboration avec un réseau de centres de soutien régionaux et la mention aussi justement du programme BioPama, très important, qui était proposé et retenu dans le brouillon de texte et qui va faire partie des négociations par la suite. En conclusion, et je m'excuse si j'étais un peu long, les prochains jours et mois présenteront un certain nombre d'opportunités très importantes pour la communauté internationale de façonner l'avenir de la conservation de la biodiversité alors que nous travaillons à ce cadre ambitieux pour la biodiversité pour l'après 2020.
Et je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons permettre à notre société de construire un monde meilleur dans lequel chaque personne a dignité, prospérité et peut vivre en harmonie avec la nature. Et bien évidemment, le rôle des centres régionaux et des autres acteurs et des institutions scientifiques régionaux sera extrêmement important pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, merci beaucoup encore une fois et je serai heureux de répondre à vos questions plus tard. Merci. Merci beaucoup, Claudio, d'avoir si bien situé le contexte des négociations autour de la COP et de nous avoir permis de mieux comprendre les enjeux et surtout l'importance et le potentiel rôle que peuvent jouer les observatoires régionaux dans ce contexte post-2020. À présent, comme annoncé au début, nous allons en Afrique centrale pour justement voir comment les pays et les différentes organisations intervenant dans le domaine de la conservation se sont organisés autour d'un observatoire pour apporter des outils et des réponses afin de faire face à ces défis. Et pour cela, nous invitons M. Donald Jossi, expert en gestion et analyse de données de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, OFAC, à nous parler un petit peu de cette structure, de ce centre régional et surtout de son portail analytique. Donald? Allô? Oui, Donald? Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Vas-y. Ok, je m'excuse. Je pense que mon casque a eu quelques soucis. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Donald Jossi. Je travaille pour le projet RIOFAC au niveau de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. Alors, je me réjouis de ce qu'il y ait déjà un consensus au niveau des observatoires qui représentent un outil essentiel dans la mise en œuvre de ce cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020. Et c'est dans cette perspective que j'ai monté ma présentation et j'ai résumé à travers un message qui est le suivant. Les observatoires régionaux, facteurs clés de succès pour le suivi et l'évaluation des progrès vers l'atteinte des objectifs du cadre mondial de la biodiversité à l'horizon 2030. Donc, ma présentation vient véritablement conforter cette position. Elle sera faite en 2 temps. D'abord, une présentation classique et ensuite une vidéo qui va vous présenter un outil récent que nous avons vulgarisé, la plateforme analytique de l'OFAC. Et dans la première partie de la présentation qui est classique, je vais vous présenter rapidement ce que c'est que l'OFAC, ensuite sa plateforme analytique, et je vais vous démontrer pourquoi les observatoires régionaux, notamment l'OFAC, est essentiel, est un maillon important dans la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020. Alors, l'OFAC, c'est la cellule technique de la COMIFAC. La COMIFAC, c'est la Commission des forêts d'Afrique centrale qui regroupe 11 pays. Et l'OFAC a pour mission d'assurer la disponibilité permanente des informations sur les écosystèmes forestiers. L'OFAC s'appuie sur un réseau au niveau des administrations dans les pays membres de la COMIFAC, donc dans les 11 pays, et bénéficie depuis 15 années du soutien technique d'un consortium composé de plusieurs organisations et du soutien financier depuis 15 ans de l'Union européenne et de temps en temps de la coopération allemande. Sur le plan spécifiquement biodiversité, l'OFAC est organisé autour d'un réseau qui travaille avec les agences ou les directions en charge des aires protégées, les partenaires techniques de terrain, le sous-groupe de travail aires protégées faune sauvage de la COMIFAC, qui est une instance mise en place par la COMIFAC et qui regroupe les directeurs et les responsables des administrations en charge des aires protégées. Dans le réseau, nous avons également les coachs pour l'efficacité de gestion des aires protégées, les points focaux des conventions
et le groupe national de collecte de données au niveau des administrations nationales. L'OFAC, c'est tout d'abord son système d'information qui intègre plusieurs outils. Nous avons une plateforme qui intègre des formulaires qui permet justement aux acteurs de collecte de données de renseigner un certain nombre d'indicateurs. Nous avons une base de connaissances qui recense ici des informations sur l'environnement. Nous avons un géoportail et un atlas sur l'occupation des terres forestières. Nous avons un répertoire des données SIG et une base de données sur les initiatives au niveau de l'Afrique centrale. Toutes ces informations constituent des bases de données intégrées dans le système d'information de l'OFAC. L'OFAC, c'est également ses publications. Nous avons 2 publications phares qui sont produites de façon régulière à une périodicité de 4 à 5 ans. La première, c'est l'état des aires protégées d'Afrique centrale qui a aujourd'hui 7 éditions. Et la deuxième, c'est l'état des aires protégées d'Afrique centrale. On a récemment publié la 2e édition après celle de 2015. Nous publions également de temps en temps des notes d'analyse politique, des cartes thématiques et d'autres publications spécifiques sur des thématiques précises. Ceci pour aider la prise de décision au niveau politique. Le lien de ces différentes publications est mentionné sur cette slide. En termes d'exemples, nous pouvons considérer une analyse qui a été portée dans l'état des aires protégées récemment pour montrer un peu la contribution des pays d'Afrique centrale à l'atteinte des objectifs d'Aichi. Cette analyse-là est bien documentée dans l'état des aires protégées d'Afrique centrale, édition 2020. Et cet exemple essayait de montrer la relation entre l'évolution des aires protégées et l'évaluation de l'efficacité de gestion. Donc, on a essayé de faire une analyse entre l'accroissement en termes de superficie pour l'atteinte de certains, notamment l'objectif d'Aichi, et l'évaluation de l'efficacité de gestion pour bien montrer que il n'est pas toujours question de créer des aires protégées, mais il faut bien les gérer et en considérant d'autres espaces qui ne sont pas aujourd'hui considérés comme des aires protégées. Les détails de cette analyse-là sont dans l'état des aires protégées d'Afrique centrale. Pour ce qui est de la plateforme analytique, c'est un outil qui a été vulgarisé récemment. C'est une plateforme cartographique interactive qui regroupe l'ensemble des outils en ligne de suivi et d'information dans les domaines de suivi de l'environnement, de la conservation de la biodiversité, de la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale et de la production forestière. Le but de cette plateforme, c'est de faciliter l'accès aux informations régionales, nationales et locales en la matière. Cette plateforme est organisée d'abord par thématiques et ces thématiques sont déclinées en échelles d'analyse. Nous avons 4 échelles d'analyse, l'échelle régionale, nationale, le paysage et le local. Et sous chaque échelle d'analyse, nous avons des graphiques qui montrent l'évolution des phénomènes ou bien certaines actions menées dans la conservation de la biodiversité. À côté de cette plateforme analytique, nous avons d'autres outils connexes tels que
la plateforme documentaire en ligne qui recense aujourd'hui plus de 1200 documents scientifiques, politiques, techniques sur la conservation, sur le suivi des écosystèmes forestiers en Afrique centrale. Nous avons également la plateforme Projet, qui est une base de données des initiatives dans le domaine de la conservation et de la gestion forestière en Afrique centrale. Et aujourd'hui, nous avons déjà pu recenser plus de 700 initiatives, certaines achevées, d'autres en cours au niveau de l'Afrique centrale. Alors, en termes d'exemple, pour les collaborations au niveau global, nous avons entrepris déjà des collaborations avec la WDPA à travers un MOU signé entre UNEP, WCMC et la COMIFAC pour faire de l'OFAC le hub en termes de mise à jour des données sur les aires protégées dans cette base de données mondiale. Et donc, de manière régulière, nous produisons des mises à jour qu'on envoie à la WDPA et la base de données est mise à jour. Nous avons également des campagnes sur l'efficacité de gestion des aires protégées dans la région et les données issues de ces campagnes, nous les transférons à la base de données mondiale WDPA qui essaie de mettre à jour les données sur l'efficacité de gestion. Nous avons entamé des réflexions avec l'UICN pour faire des campagnes de données IMED, des campagnes sur l'efficacité de gestion, une étape primaire pour le processus Greenlist. Également, nous sommes en train de mener des études sur la définition des critères et la mise en place d'une méthodologie et outils d'identification et d'évaluation des AMCE en collaboration avec l'UNEP WCMC. Et nous espérons que le cadre mondial de la biodiversité pour après 2020 sera également une aubaine pour l'Observatoire de davantage s'intégrer dans les processus mondiaux. Un exemple qui est tiré du document du projet de ce cadre, c'est on a noté qu'il y a des mécanismes d'appui à la mise en œuvre qui sont déjà bien identifiés avec des actions concrètes. Et l'une des actions que l'on a pu répertorier dans ce mécanisme, c'est le renforcement de capacités et la production de l'échange d'informations et de la connaissance scientifique importante. Et ça, ce sont des actions qui sont déjà bien menées au niveau de l'OFAC. Et il serait important que le processus de mise en œuvre de ce cadre mondial s'appuie sur les actions qui sont déjà effectuées au niveau des observatoires. Donc, c'est important de s'appuyer sur l'existant, sur ce qui est déjà fait, surtout que les observatoires ont une légitimité et une facilité de collaboration avec les pays et se basent sur des données de terrain pour pouvoir alimenter ces processus. Je vous invite à explorer la plateforme analytique. Voilà le lien que je partage avec vous, le lien de notre système d'information, de la plateforme analytique. Et au besoin, si vous avez des questions, voilà un contact. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Merci pour votre aimable attention. Tania, à toi. Merci beaucoup, Donald. Avant de passer à la prochaine présentation, il y a notre collègue Ruchir qui va nous faire visionner le portail analytique pour que nos invités puissent avoir une vue en réel de quoi ça a l'air et quelles sont les différentes fonctionnalités. Ruchir?
la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, à travers son observatoire, vous présente le portail analytique de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. L'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, OFAC, est une cellule spécialisée de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, qui met à disposition des données actualisées et pertinentes sur les écosystèmes de la région. Ces données visent à informer la prise de décision politique et à promouvoir une meilleure gouvernance et une gestion durable des ressources naturelles. L'OFAC a développé un nouveau portail analytique qui est une plateforme cartographique interactive regroupant l'ensemble des outils en ligne de suivi et d'information. Cette plateforme est alimentée par de multiples réseaux de collecte et de traitement de données mis en place sur le terrain et dans les administrations nationales depuis une quinzaine d'années. Le portail analytique est disponible sur le site web de l'OFAC à travers le lien www.observatoire-comifac.numérique. Merci à Donald et à toute l'équipe de l'OFAC de nous avoir fait voyager dans les grandes aires protégées du bassin du Congo et de nous avoir fait découvrir les mécanismes régionaux existants ainsi que la diversité des outils disponibles à travers l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, l'OFAC, pour mieux connaître les aires protégées et conservées de la région. Comme dit l'adage, on ne peut gérer que ce que l'on connaît. Et pour continuer dans la même veine, on va continuer notre voyage, cette fois-ci en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, pardon, pour découvrir l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées d'Afrique de l'Ouest, l'OBAPAO, qui a la particularité d'être un consortium régional qui réunit les acteurs clés de la conservation et qui se positionne, autant que l'OFAC, comme un centre régional qui pourrait appuyer les efforts de la CBD. Pour cela, nous allons inviter Mme Adja Aïssatoussi, coordinatrice de cette structure, à nous parler de cette initiative ainsi que des produits et services qui sont mis à disposition. Adja, à toi. Bonjour tout le monde, merci Tania de m'avoir donné la parole. Donc, je m'en vais tout de suite partager mon écran. Et comme vous le dites, l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées en Afrique de l'Ouest se veut un outil d'aide à la prise de décision au profit de l'ensemble des parties prenantes. Excusez-moi. Okay. Donc, l'OBAPAO. Ma présentation va suivre le plan qui est axé en 4 points: la vision, les objectifs spécifiques et généraux, la structure organisationnelle, les actions clés, mais aussi l'observatoire en tant que centre d'échange des ressources et d'échange. La vision formulée au lancement en novembre 2019 est que les pays dans l'Afrique de l'Ouest améliorent sur le long terme la conservation de la biodiversité et l'utilisation des ressources naturelles. Pour ce faire, l'objectif global identifié est l'amélioration à long terme du maintien de la biodiversité à travers la promotion de l'utilisation des meilleures connaissances et données, le renforcement de capacités pour soutenir la prise de décision dans la mise en œuvre des politiques liées à la biodiversité et aux aires protégées. Pour rappel, l'Afrique de l'Ouest compte plus de 2400 aires protégées qui couvrent 17% d'écosystèmes terrestres et un peu plus de 2% d'écosystèmes marins. Loin de, pour ce dernier indicateur, c'est loin de l'objectif 11 d'Aichi. Donc, des efforts sont à faire. Pour atteindre cet objectif global, 2 objectifs spécifiques ont été identifiés.
Donc, la facilitation à l'accès de l'information pour les parties prenantes, que ce soit les décideurs, les techniciens, les individus, les communautés ou le secteur privé. Et cet objectif-là, nous la visons à travers le résultat, l'établissement du système régional de référence, le RIS, mais aussi l'implémentation et la mise à jour des données dans ce RIS-là sur les aires protégées et la biodiversité. Mais aussi, c'est aussi important de renforcer la durabilité de l'observatoire, qui est l'objectif spécifique 2. Et pour ce faire, nous mettons en place des mécanismes de durabilité, à savoir des protocoles d'échange et des protocoles d'accord pour l'échange des données et la mise en œuvre de l'observatoire avec les différentes parties prenantes. Aussi, nous contribuons de manière significative au renforcement de capacités des institutions, que ce soit à l'échelle locale ou nationale. Pour abattre ce travail, un certain nombre de parties prenantes tournent autour de l'observatoire. Nous avons le hôte technique, à savoir le consortium, dont le Centre de suivi écologique assure de l'île, le réseau Rampao, le Regional Marine Center, le Centre régional Agrimet. Nous avons les 16 États membres qui constituent de l'Afrique de l'Ouest, qui constituent la zone d'intervention. Nous avons aussi l'UEMOA, et à travers elle, la CEDEAO, lui conférant ce mandat de gérer tout ce qui est programme ou politique lié à la biodiversité aux aires protégées sur les écosystèmes transfrontaliers. Le quatrième type de parties prenantes que nous avons, c'est les partenaires et les donateurs. Le principal donateur, c'est l'Union européenne à travers le programme Biopama, mais nous recevons aussi le soutien non négligeable du Centre commun de recherche de l'Union européenne, de l'UNEP-WCMC aussi. En termes d'organisation, le CSE, en tant que lead du consortium technique, fait le reporting pour l'USN et à son tour au bailleur qui est l'Union européenne. Le consortium bénéficie de l'appui constant et continu de l'UNEP-WCMC en termes d'actualisation des bases de données relatives aux aires protégées, mais aussi du centre de recherche qui nous accompagne dans le développement du système régional de référence et son implémentation. Nous travaillons aussi avec diverses autres parties prenantes, notamment des initiatives, des projets comme PAPBio, PAPFOR. Et à l'échelle du pays, nos croix de transmission sont les points focaux OBAPAO qui ont été identifiés par les points focaux CDB au niveau de chaque pays. Cela permet d'avoir une cohérence dans la mise en œuvre des politiques au niveau national et une meilleure prise en compte des enjeux de ces pays-là au niveau de l'observatoire. Et bien évidemment, étant dans un cadre sous-régional avec des institutions comme l'UEMOA et la CEDEAO, nous travaillons aussi avec ces institutions pour une conformité, une coordination à travers ces politiques. Les actions majeures, je l'ai rappelé tantôt, c'est les aspects liés aux arrangements institutionnels parce qu'avec tous ces organismes que je viens de citer, nous avons soit des protocoles d'accord ou des mémorandums d'accord, notamment, par exemple, comme l'a dit tantôt Donald, avec l'UNEP-WCMC, nous sommes chargés de faire la mise à jour de la base de données WDPA et en l'espace d'un peu plus d'1 an, nous avons pu actualiser cette base de données au niveau de 10 pays. Nous avons aussi tout ce qui est aspect synergie. Mais le cœur aussi de l'observatoire, c'est les plateformes, dont le RIS, mais aussi la plateforme qu'on est en train de développer sur le suivi du domaine marin côtier, la plateforme que nous hébergeons de système d'information sur la criminalité environnementale et le virtuel, développé par PAPBio toujours. Nous collectons des données à travers l'outil IMET, je vais en revenir tantôt, et d'autres types de données aussi relatives à la biodiversité ou aux aires protégées. Nous avons mené en termes d'études, une étude sur les indicateurs qui a été validée et une étude en cours sur la durabilité et la gouvernance de l'observatoire. Aussi, nous appuyons Biopama dans le cadre de l'élaboration
du rapport sur l'état des AMP en Afrique de l'Ouest. En termes de renforcement de capacité, nous tenons un certain nombre de sessions au profit des différents membres et points focaux au niveau national et experts techniques sur les aspects liés au GIS, le risque, la fonctionnalité et le géonome. Aussi, des actions de communication et de plaidoyer sont menées. Le risque que vous voyez avec des captures d'écran, on va vous faire la présentation après, est accessible à www.ogopower.org. Pour les aspects de communication, parce qu'il est important d'avoir une certaine identité visuelle pour pouvoir communiquer et assurer ce plaidoyer, ça a été aussi. Concernant les campagnes IMET que j'abordais tantôt, on en a fait une dizaine et ça continue. Donc là, vous avez une présentation des premiers résultats de ces campagnes IMET. Là, vous voyez le niveau de pression qu'il y a au niveau de ces AMP. Et ces pressions font que, quel que soit, si ces pressions ne sont pas levées, quelles que soient les mesures de gestion ou les moyens mis en place, on ne pourra pas avoir cette efficacité de gestion. Et là, en termes d'outils de gestion ou d'intrants, si vous regardez, le budget est assez déficient. Donc, c'est ces outils-là qu'on essaie d'apporter au pays pour qu'ils puissent améliorer leur prise de décision, qu'ils puissent mener des actions qui convergent vers l'efficacité de gestion des aires protégées. Nous avons aussi mené une étude avec PAPBio, toujours, dans le cadre de la comptabilité des écosystèmes et du capital naturel. Et là, vous voyez, c'est au niveau du Nyokolokoba, où les verts, c'est les bassins versants qui ont eu une régénération, une capacité écosystémique qui a été améliorée, en gris stable, jaune, un peu détérioré. Donc, ça permet d'identifier et de géolocaliser la problématique ou la qualité de l'action menée au niveau de l'aire protégée. Et ça permet d'identifier les mesures correctives à apporter au niveau local et de manière précise. Par rapport à l'étude sur les indicateurs, elle a été validée en novembre et nous avons pu identifier une cinquantaine d'indicateurs, dont 20 prioritaires. Et dans ces 20 prioritaires, 9 indicateurs sont des indicateurs déjà inclus dans le cadre post-2020. Nous avons, parmi ces 20 indicateurs, 5 qui sont spécifiques aux aires marines protégées pour prendre cette spécificité de ces écosystèmes. Nous faisons aussi des cartes thématiques qui nous permettent, ici, c'est une carte qu'on avait élaborée et qui nous permet de voir un peu la localisation des sites Ramsar pour dire que l'Observatoire l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées en Afrique de l'Ouest se veut un hub de convergence de tout ce qui est action et information relative à la biodiversité, que ce soit focus d'abord sur la biodiversité, mais aussi elle se veut comme outil et instrument pour pouvoir faire le link entre les autres conventions relatives à cette biodiversité-là. L'Observatoire est reconnu, comme je l'ai dit tantôt, par l'UEMOA et à travers la CEDEAO. C'est un outil de référence pour la biodiversité et les aires protégées, dans ce sens qu'elle aide à améliorer la production d'informations sur cette thématique, tant au plan stratégique national, sous-régional, mais aussi au plan opérationnel. Elle aide aussi à avoir une base de données intégrée et actualisée, améliore les mécanismes de consultation avec les différents acteurs, que ce soit au niveau national ou régional. Et dans ces mécanismes de consultation, c'est les mécanismes de collaboration qu'on est en train de mettre en place pour mettre en relation autant les scientifiques, les techniciens, la recherche, pour pouvoir améliorer les compétences, mais aussi assurer une gestion efficace des aires protégées et de la biodiversité. Et en cela, ce support-là nous aide à améliorer un peu le suivi de la biodiversité au niveau national et à travers l'approche des indicateurs état, pression et réponse.
Nous supportons aussi les pays dans la mobilisation des ressources pour appuyer tout ce qui est suivi et production d'informations fiables. Aussi, nous voudrons apporter, et c'est le cas, aux institutions sous-régionales dans le cadre de la définition et du suivi des politiques irrelatives. Et pour cela, il faut nécessairement renforcer les capacités. Et hier déjà, nous avons clôturé une session avec les 5 pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest qui ont été renforcés sur les systèmes d'information géographique, ce qui permet de s'assurer de la qualité, de s'assurer que les producteurs de données mettent en place des mécanismes sur les métadonnées qui puissent faire la qualité des informations qu'on collecte au niveau de l'Observatoire dans le cadre de ce géoréférencement. L'Observatoire se positionne aussi en tant que centre de référence régional de la CPD, ce qui permettra d'améliorer les mécanismes existants au niveau national, les CHR et autres mécanismes, de renforcer les pays ou de supporter les pays dans la mise en œuvre et le suivi de la biodiversité à travers la mise à disposition d'informations pour les rapports, l'élaboration des rapports sur l'état de mise en œuvre de la Convention, d'améliorer la mobilisation des ressources pour le suivi de la biodiversité dans le cadre post-2020, mais en prenant en compte aussi les priorités sous-régionales et des spécificités au niveau national. Le suivi de ces indicateurs-là à l'échelle sous-régionale, et ça permettra d'avoir une meilleure visibilité des actions et de la politique de la mise en œuvre de la biodiversité à l'échelle régionale. Donc, globalement, c'est résumé ce qu'on avait à vous proposer et je vous remercie. Merci beaucoup, Adja, pour cette présentation. Avant de conclure pour l'Afrique de l'Ouest, je vais inviter Ruchir à nous faire visionner une petite démonstration du système d'information de référence mis en place par l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées d'Afrique de l'Ouest, l'OBAPAO. Ruchir. Merci. Merci beaucoup, Adja, pour cette présentation très détaillée de l'OBAPAO et du système d'information de référence qui nous ont permis d'avoir une meilleure compréhension de l'imbrication des dimensions locales, nationales et régionales dans la gestion de la biodiversité. Alors, je vous invite à consulter ces pages qui sont postées dans le chat, à la fois du RIS de l'OBAPAO, mais aussi du portail analytique dans l'Afrique centrale, afin d'en savoir plus et surtout d'utiliser les produits et les services qui sont offerts par ces observatoires-là.
À présent que nous avons écouté le représentant de la CBD sur le contexte mondial post-2020 sur la biodiversité, ainsi que deux initiatives très intéressantes allant dans le sens de l'atteinte des objectifs globaux en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, je vous invite à prêter attention à notre dernier intervenant du panel, M. Trevor Sandwith, qui est le directeur du Centre de l'UICN sur les actions de conservation, qui nous facilitera nos réflexions pour faire la jonction entre les dimensions régionales et globales des problématiques qui nous ont réunis aujourd'hui. Trevor, over to you. Great. So thanks very much for the opportunity to speak to you this evening. Can you see everything? Is it right? Yes, we can. Okay, good. All right. So my job this evening is to have a look at the role of the Biopama Regional Observatories in supporting knowledge management into the post-2020 process. And yeah, so let me first just start off by talking about the process that is going on in the world at the moment. The world is trying to negotiate a new biodiversity treaty, and the main working group, the open-ended working group, has been working for several years. It has been interrupted by the pandemic. This picture is of a part of the session in Rome, and the most recent sessions were in Geneva, but we're heading towards now the fourth meeting of the open-ended working group that will be held in Nairobi in June, and then hopefully the conference of the parties will be in later on this year. It's supposed to be in China, and that's the plan. But just so that you have this background, and I'm not sure whether you've discussed this at all this evening, but a new target 3 to replace the original Aichi target 11 is being negotiated. And when you look at the draft formulation of this target, you'll see that there's increased ambition for more coverage in land and sea areas, that there should be especially areas of particular importance for biodiversity and contributions to people, and that these areas should be conserved through effectively and equitably managed, ecologically represented and well-connected systems of protected areas and other effective area-based conservation measures. So I'm just going to touch in on some of the issues that we need information to be serviced for parties to actually be able to implement their goals and targets. So the first big question that we have is really what counts? What counts towards the global target? And if we look into, this is part of the Protected Planet database, and we're looking at West and Central Africa. Obviously, what counts are protected and conserved areas. And in the whole of Africa, we see that the coverage of terrestrial protected areas is about 14%, and the coverage of marine about 17%. But the representation in both West and Central Africa is really good. So coverage is one of the issues, and that's where that 30% comes from. But we're not only interested in the 30%, we're interested in making sure it's the right 30%, that the areas are of importance for the persistence of biodiversity are there, that ecosystems are represented, that these areas are connected, and that they're adequately designed. So jumping into some of the detail, we've got to make sure that areas of particular importance for biodiversity and associated ecosystem services are contained in the overall percentage that is conserved. And so I'm just referring to the key biodiversity areas. You'll see on the right-hand side here, the guidelines on how to identify key biodiversity areas. And of course, we also have many tools to look at how benefits flow. What are the benefits of protected areas? And even, for example, this journal, Parks, which focused in on the issue of COVID-19 and how protected areas and COVID-19 would interact. So this is an important issue. Another issue which you've been talking about is whether the areas are ecologically representative. Do we have all the right terrestrial, freshwater, and marine ecological regions contained in the systems of protected or conserved areas? And so
regional databases that allow overlay analysis and the estimation of coverage of ecosystems is really important. Connectivity is an issue, and we do have guidelines on how to assess connectivity, but there's a lot of good work going on that can use the data in the regional reference information systems, both in West and Central Africa, to estimate connectivity both within systems of protection and between systems, and of course also across the boundaries between different countries. Another aspect that will be considered is how much of the area either is being restored or should be restored to maintain connectivity and to ensure the conservation of biodiversity. That's another dimension. And so those are the kinds of things that really matter in terms of what counts, coverage and all those different elements. The second major question we have to answer is who counts? And of course, now we're talking about the rights holders and stakeholders that are involved in conservation. So I'll quickly jump into that. One of the things we need to know about and to recognize, of course, in every country is who are those that are actually carrying out the conservation. In some cases, it's the governments. In some cases, it's communities. Sometimes it's indigenous peoples. Sometimes it's private actors. So we really need a focus on the diversity and quality of governance. The second dimension is, do we respect the rights of rights holders and stakeholders? And how can we make sure that that happens? The third dimension is, do we have equitable procedures? Is there a proper process for consultation with affected communities, the right of prior informed consent to be involved in these meeting these targets? And the fourth and final point that I'll raise here is about the distribution of costs and benefits. Who does benefit from the protection of protected and conserved areas, and who bears the costs? So just touching on that, we're obviously dealing with two very important related concepts. The one is protected areas. These are areas that have this explicit objective of conserving nature. And then we have what is known as other effective area-based conservation measures. And you'll see the guidelines on the right here. These are areas that do conserve biodiversity, but were not established for that purpose. These may be areas that were set aside for another purpose, like water production, or for specifically, say, fishing. But because of the way they're managed and the sustainability of that management, they do in turn lead to the conservation of nature, and we can assess that over time. So we've talked about diversity, and we've talked about good governance and equity, and these are often very weak areas of our databases. We know a lot more about coverage, and we know about representation, but we don't know a lot about diversity, and we don't know a lot about good governance if we don't actually do assessments. And fortunately, through the BioPharma program and the action grant component, many of these assessments are being undertaken, including through IMET and other mechanisms where they zoom in and look at how are stakeholders being taken into account and what are the issues and how do we address them. Then we have to then ask the last question that I want to ask today, which is what really matters? You know, if we have coverage and we have ecosystems and we have governance and we have equity, does it work? And so this idea of measuring quality is really one of the top issues. Is our planning effective? Is our governance equitable? Is our management effective? Are we achieving our outcomes? And as you've been talking about already, tools like management effectiveness assessment, IMET, and the IUCN Green List are ways of measuring what matters. So I was looking through some of the information that has come out of the work in the region, and we have capacity development using COMET. We have the guidelines on how to apply IMET in the region, and these are essential ingredients to determining not just
information about what we are conserving, but how well it is being conserved. So it's great work that the region is doing. And then I mentioned the green list, and this is now one of the only global standards for actually measuring performance of protected and conserved areas. And it's very tightly related to diagnostic tools where we can figure out what is needed and how to address the development of those competences for protected area practitioners to improve the situation. So I won't touch in on everything, but all of these systems really require at a national level that we have ministries and agencies, sites and local partners, experts, academia, and the protected area community. And the idea is that we build the capacity over time to do this much, much better. So I'll go on then. So if we just start thinking about this, this is the last part of my presentation. We think about this, and I've just focused in here on Central Africa just for the moment, and OFAC and the observatory that is hosted by COMIFAC. The main issue here is to make sure that the information that we're collecting in these amazing observatories in OFAC, in OVAPAL, actually does get channeled through to the decision makers. And these decision makers include both decision makers at a national level and regional level, and how they feed into the global level. So I think our colleague from the Secretariat, the CBD Secretariat, mentioned some of these issues that are up for discussion in the Global Biodiversity Framework. At the moment, there's a very strong, it's in brackets, reference to the fact that there will be put in place with collaboration among organizations, centers for cooperation for scientific and technical support for the conservation of biodiversity, and for knowledge management, capacity building, and the transfer of technologies. And in this case, the observatories, the regional observatories set up under BIOPAMA are specifically referenced here as one of the options to look at to be building these centers of excellence at a regional level, and of course at a global level. So I just put this in for this reference, because we need to look at then, what do we need to do? So the real point of my presentation is that we must make sure, and I think we've been hearing already this evening, that the regional observatories must include all of the relevant information to support decision-making. Specifically for Target 3, the draft Target 3, we need a Target 3 that is practical and feasible to implement, and where the information is available. And so this is a partnership between what has been possible through the BIOPAMA Regional Observatory, supported by the European Commission and the Organization of African, Caribbean, and Pacific States, to actually feed through in all of these regions of the ACP countries into the Global Biodiversity Framework. But we've got to populate the database with the right information. We need to go one step further, because policy is a process of influence. We must make sure that the national focal points for the CBD are aware of your work. This excellent work must actually be projected through, and we need to organize webinars like this one and others with decision makers to make sure that they know what the value is of the information you've got. And we must make sure that the national delegations from these regions actually call for ambitious targets at the CBD. And that's going to be in Nairobi in June and at COP15 later in the year. And then what real benefit of your work is that countries and the national governments and the global organizations will be able to track and measure performance on many key indicators using the BIOPAMA regional reference information systems. So this is a real match of capacity and need and the capability that you've been demonstrating. So I hope that was useful to give you that sort of sharp curve between what you're doing at the site level, which is the most important level, and taking this all the way through to how this information can become
if you like, the dial, the gauge on which the whole world can measure the performance of protected and conserved areas. So I'll stop there now and come back to you. Thank you very much, Trevor, for this very informative information that you just shared with us. Just as a reminder, it is shared in the chat document that really sums up all of this that has been said by Trevor, both in English and in French. You are kindly invited to take a look at these documents and comment or reach out either to the observatories or to the BioPAMA program so that we can provide more context and content if you require so. And also, as a reminder, we talked today about Obapao and OFAC in West and Central Africa, but through the BioPAMA program, we have 4 regional observatories, 5, sorry, that are implemented. The 2 that we saw today, one in the Caribbean, one in Eastern and Southern Africa, and one in the Pacific. And you are also, if interested, invited to take a look at what these observatories are doing as well, because they are all going in the same direction that we discussed today. So thank you. Yes, Trevor. Maybe just one point. I'm just so pleased to join you from Malaysia. I'm at Kota Kinabalu at the moment in Malaysia, where we are showcasing your work for the Asia Protected Areas Congress, the Asia Parks Congress here in Kota Kinabalu starting tomorrow. And so you just realize that the value of your work can be showcased to other regions and for greater effect. So thanks from me. Thank you very much, Trevor. So now I think it is time for us to take some questions or comments from you, from the participants. We have some questions that are asked in the Q&A. Some of them are already answered, but we will be starting with Philippe Maillot, who is from the European Commission. Philippe, over to you. Merci, Tania. Il y a un peu d'écho. Oui, il y a un peu d'écho, mais tu peux y aller. Voilà. Je vais pas être long. Il y a beaucoup d'écho là. Ouais. Est-ce que vous m'entendez encore? On entend, mais l'écho est énorme. Je crois que maintenant, ça va. Ah non. Essaie de te déconnecter avec de l'autre appareil, parce que tu es connecté 2 fois. Oui, avec deux appareils différents. D'accord, en attendant. Donc, en attendant que le problème se règle au niveau de Philippe, on va du coup passer la parole à une autre personne. Il y a plusieurs questions dans le chat. Je vais passer directement aux questions de Marie-Susanna Traoré, qui est la secrétaire exécutive du RAMPAO, le réseau régional d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest. Donc, Marie-Suzanne demande, elle dit que, alors je lis, aujourd'hui encore, nous notons que les pays du RAMPAO sont loin de la cible 11 d'Aichi. Comment ces pays peuvent-ils s'engager en faveur du nouveau cadre mondial pour la biodiversité post-2020, alors que les objectifs initiaux pour lesquels ils se sont engagés dans le cadre de la cible 11 d'Aichi sont loin d'être atteints? Donc, est-ce que Claudio, tu voudrais y aller? Oui, bien sûr. Merci pour la question. Bien, je pense que c'est fondamental encore une fois de s'engager, de soutenir justement le réseau d'institutions existantes à niveau régional afin de continuer ces efforts dans la mise en œuvre. Bien évidemment, les objectifs d'Aichi ont été atteints seulement de manière partielle. Et bien évidemment, la question de le cadre temporal est déjà passé, donc c'est fondamental par les parties de la Convention de renouveler leurs engagements, bien évidemment de le renouveler vers le haut et pas vers le bas.
ce qui est un risque de diluer un certain nombre d'engagements dans la négociation. Il y a des multiples aspects qui sont liés les uns aux autres. Donc, la négociation est notamment très complexe. Peut-être c'est une question un peu loin de la question spécifique sur les aires protégées, mais bien évidemment, il y a des questions transversales telles que l'utilisation des données issues du séquençage qui est très important pour un certain nombre de pays, notamment dans le groupe africain. Et l'utilisation de cette question-là comme levier aussi pour avoir des fonds additionnels pour la conservation, justement. Donc, je pense qu'il y a une certaine quantité de questions très importantes qui sont liées les unes aux autres, mais l'engagement doit se maintenir certainement et être augmenté par rapport à ce qu'on a fait auparavant. Et il ne faut pas avoir de relâche, même encore une fois, si on est tous frustrés d'un certain nombre d'échecs par rapport aux cibles d'Haïti et peut-être aussi par le fait que la négociation du cadre, on aurait voulu voir en 2020 justement un cadre pour l'après 2020 et on est en 2022, on est tous frustrés du fait que voilà, on n'a pas encore pu terminer cette élaboration du nouveau cadre. Mais encore une fois, je pense que la réunion qui va se tenir à Nairobi pourra être très importante pour avoir des fondations importantes. Et comme Trevor le disait auparavant, le target 3 a quand même il me semblerait avoir une certaine ambition par rapport aussi au target 11 des objectifs d'Aichi. Donc, c'est un progrès. On espère que le paquet va pouvoir être consolidé et qu'on puisse poursuivre la mise en œuvre, justement. Merci. Merci, Claudio. Marie-Susanna a également demandé de manière concrète quels sont les mécanismes, les outils et moyens prévus par la CBD pour les États parties de la dite convention en Afrique particulièrement. Donc, Claudio, je te laisse le micro car il y a des dispositions spécifiques pour l'Afrique. Par rapport au soutien qui est fourni par le secrétariat, donc il y a un certain nombre d'initiatives de coopération technique et scientifique, comme je mentionnais auparavant. Notamment, par exemple, nous avons l'initiative de BioBridge pour promouvoir ce qui une rencontre entre un certain nombre d'acteurs et des parties qui ont des moyens techniques, financiers, scientifiques de soutien et ceux qui ont des demandes de renforcement de capacité. Donc, on a une plateforme de matchmaking et nous avons aussi un petit programme pour des tout petits financements pour pouvoir permettre justement le lancement d'un certain nombre d'activités de coopération à niveau soit entre pays dans la même région, donc South-South, soit coopération triangulaire. Mais bien évidemment, ces mécanismes sont absolument insuffisants, je dirais, parce que voilà, ce sont de tout petites moyennes par rapport à ça, et c'est justement pour avoir des pilotes que nous avons en Afrique ainsi comme dans d'autres régions. Nous n'avons pas de spécificité dans l'Afrique parce que bien évidemment le secrétariat il serve les parties partout dans le monde, tous ces partis, et donc il y a toujours un principe d'équilibre régional entre les projets que nous pouvons soutenir et les interventions que nous pouvons faire. En fois dit ça, par contre, le secrétariat en tant que tel n'est pas une agence pour soutenir l'application en tant que telle.
Donc, pour avoir des projets avec une taille et un certain impact, c'est bien évidemment le mécanisme de financement de la Convention, c'est le Fonds mondial pour l'environnement, en anglais le GEF, et donc cela permet bien évidemment d'avoir des projets d'une taille plus conséquente que les tout petits projets qu'on soutient avec le BioBridge. Et donc, c'est dans le cadre des différents cycles du Fonds mondial pour l'environnement, avec bien évidemment le soutien de l'UNEP ainsi que du PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le Programme des Nations Unies pour le développement, les partenaires, l'Union européenne, bien évidemment, qui mènent des actions plus à une échelle plus large. Voilà. Merci beaucoup, Claudio, pour ces détails, ces précisions très importantes. À présent, je pense qu'on peut passer la parole à Philippe. Oui, je crois qu'il y a plusieurs Philippe maintenant. En fait, c'est parce que la session me plaisait tellement que j'ai voulu être sûr d'y être et donc je me suis inscrit 2 fois. Voilà. Non, mais non, plus sérieusement, vraiment, je voulais féliciter toutes les équipes. Donc, puisque Philippe Maillot, je travaillais à la Commission européenne et nos services ont été j'ai eu la chance de travailler 20 ans dans ce domaine-là, donc j'étais personnellement impliqué dans l'émergence de l'OFAC et puis de Biopharma. Et pourquoi on a insisté depuis 20 ans sur ces programmes, un peu moins, 20 ans j'exagère, mais 15 ans sur ces programmes, c'est parce qu'on est vraiment convaincu que la décision, y compris la décision des bailleurs de fonds, ne peut se baser que sur une bonne prise de décision. Et l'information une bonne information. L'information qu'on pouvait avoir, si elle venait uniquement du top-down, ne pouvait pas être de qualité. Alors, on avait vraiment besoin d'avoir une intégration des mesures de terrain par les acteurs locaux, par les services nationaux, des bases de données globales qui sont maintenues par l'UICN, comme la WDPA ou la liste rouge. Et c'est en ce sens-là que l'on peut vraiment avoir une information qui est la plus riche possible. Et c'est la seule condition pour avoir des décisions qui soient correctes et qui prennent en compte les intérêts des différents partenaires. Ça, c'est quelque chose, c'est un premier point que je voulais mentionner. Deuxième point, c'est donc ça fait 15 ans qu'on soutient ces initiatives et ça va se continuer. Donc, même ce matin, on est en discussion avec des collègues pour poursuivre le soutien aux centres d'excellence, parce qu'il y a des collègues qui préfèrent les appeler comme ça, qui sont dans le cadre de Forêt et Biodiversité, les observatoires régionaux. Et donc, sur l'Afrique, il y a une action qui est déjà en cours d'identification. Je viens de dire Forêt et Biodiversité parce qu'on croit aussi que, comme OFAC, les observatoires doivent être pluridimensionnels. La biodiversité va au-delà des aires protégées. Et donc, il est important que cette dimension-là soit aussi traduite dans les mécanismes de suivi et de monitoring. Ceci dit, on doit même penser à avoir des approches qui incluent les centres d'excellence sur l'eau. Par exemple, en Afrique, il y a tout un réseau de centres d'excellence sur l'eau qui sont déjà bien solides et actifs, sous l'égide du NEPAD, je crois. Donc, il y a aussi des centres d'excellence qui commencent à se mettre en place sur l'énergie, sur le changement climatique. Et donc, comme nous promouvons aussi la gestion de grands territoires multifonctionnels où la biodiversité est maintenue, mais aussi l'économie verte au profit des populations et la bonne gouvernance de ces paysages, il est important que toutes les dimensions soient vraiment intégrées dans ces observatoires. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas des observatoires spécialisés, et Biopharma, OFAC ou le VAPAO en sont vraiment de très, très bons exemples. Mais il est important aussi de pouvoir les mettre en relation avec d'autres structures de suivi, parce que c'est là qu'on doit aussi influencer les décideurs. C'est dans les autres, c'est dans l'agriculture, c'est dans l'eau, c'est dans le plan, en fait. Donc, puisque c'est bien que la lutte contre l'érosion de la biodiversité est une des 2 ou 3 grandes causes qui doivent nous guider également au niveau mondial. Il y a bien sûr le développement des pays africains.
il y a la crise contre la lutte contre le changement climatique, mais l'érosion de la biodiversité, elle contribue aussi au développement, ou plutôt au mal développement. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long parce que je crois que on a déjà débordé du temps qui nous était imparti. Mais en tout cas, je voudrais vous féliciter et savoir que le support va continuer. Notamment avec nos, pardon, j'allais oublier, notamment aussi avec nos collègues du Centre commun de recherche et de l'UICN bientôt. Donc, et bien sûr, donc, vraiment merci à tous. Merci beaucoup, Philippe, de ces précisions et aussi de ces clarifications par rapport à l'appui de l'Union européenne. Alors, on a une question qui vient du Bénin, de Koundéré Martial. Quelle place accordez-vous aux aires communautaires dans la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique, notamment en termes de soutien et de financement? En effet, nous connaissons tous que la contribution de ces aires protégées est énorme dans les pays africains comme le Bénin pour arriver à conserver toute la biodiversité représentative du pays dans un contexte d'urbanisation galopante. Merci beaucoup, Martial. Donc là, ça touche de plein fouet les questions des OECMs. Donc là, je voudrais voir si Trevor est encore avec nous ou peut-être Claudio après pour compléter. Trevor? The question, yeah, I'm here. Can you hear me? Yes, go ahead, please. Yeah. The question on how to support community level conservation. Yes. And you want to, yeah. Look, I mean, there are many ways. I mean, I was mentioning all the different kinds of guidelines, but I think there's a real effort that is starting to go into addressing how to both identify, recognize, and support community conserved areas, those conserved by local communities as well as indigenous peoples. We have many associated organizations like the ICCA Consortium and others that are busy building capacity at a local level. There are many grant programs. BioPharma specifically has grant facilities to support the use of tools and approaches to build capacity at a local level. And there will be a continued suite of seminars and other capacity development workshops to do the same. I think there are indeed a lot of resources. So most organizations, most donors are focused and they're going to focus around these goals and the parameters that we were talking about in those goals. But I would say that there are some very good support mechanisms, and the first major one is the BioPharma program and the teams themselves in all the different regions, and they can put most people in touch with someone who is a resource person or someone who knows someone who can help. I'll leave it at that. Thank you, Trevor. Claudio, est-ce que tu voudrais compléter ou bien c'est bon? Sure. Actually, I subscribe and agree fully with what Trevor just said. Perhaps to add one aspect, of course, in the context of the convention, it's very, very important the work that we do also in relation to indigenous peoples and local communities, just to emphasize that they are a very special stakeholder and right holders in the context of the convention, and also in terms of participation, and very clearly what I think in this context can be highlighted is the importance of the role of traditional knowledge as knowledge that is extremely valuable, that of course arises also from the experience of community conserved areas, and we need to find better ways and means to actually take into account the lessons learned from traditional and indigenous knowledge, in the context of the mechanism for monitoring and evaluation, and also practical lessons in terms of how to better conserve these areas. And
And of course, Trevor, also you mentioned, all the issue of having equitable mechanism for the people that live in these areas, which is really at the core. And obviously there are a number of tools. The Nagoya Protocol as well is a very fundamental one, which provides a particular recognition to indigenous peoples and local communities. So I leave it at that, but just to emphasize that the work around traditional knowledge, also in the context, for example, of IPBES, is very, very important. And I think it needs to continue and to be scaled up. I leave it at that. Merci beaucoup, Claudio. Alors, il est l'heure de clore, mais avant de passer à la clôture, avec votre permission, on va prendre quelques minutes en plus, parce qu'il y a 2 questions clés qui sont adressées directement aux observatoires, que je voudrais que Adja et Donald répondent rapidement, chacun en ce qui le concerne pour chacune des 2 régions, pour édifier notre public. La question, c'est: est-ce que les observatoires régionaux sont l'équivalent des réseaux d'observation des AMP chez nous? Bon. Et l'autre question, c'est comment adhérer aux observatoires régionaux. Donc, Adja, si tu veux commencer, comme ça, on pourra informer à notre public comment faire. Ensuite, on passe la parole à Donald. OK, merci Tania, merci à tout le monde. En fait, oui, pour la question sur le réseau des AMP, je ne sais pas ce que c'est réellement, ce qui se fait chez la personne qui a posé la question. En fait, c'est pour dire, comme on l'a présenté, l'observatoire est un instrument, un mécanisme qui recoupe l'ensemble des parties prenantes qui travaillent sur la biodiversité et les aires protégées afin de produire de l'information, de les aider à améliorer la gestion de la biodiversité à travers cette information-là. Et pour cela, nous faisons des renforcements de capacités, nous produisons des documents d'orientation. Globalement, c'est ça. Maintenant, par rapport à l'adhésion, oui, l'adhésion, elle n'est pas fermée. Comme je l'ai dit dans mes propos, la porte d'entrée, c'est l'État, parce que les ressources, la politique en matière de biodiversité, elle est d'abord définie par l'État. Donc, c'est les États la porte d'entrée. Mais au niveau des États, nous travaillons avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit au niveau avec les ONG, avec le monde scientifique, les universités. Donc, on travaille avec tous ces acteurs-là. Donc, naturellement, si la personne est intéressée, Tania a mis les contacts du consortium du 8obapao@cs.sn. Vous pouvez nous écrire et on pourra commencer à échanger, toujours dans cette cohérence de politique nationale en termes de priorité et d'enjeux. Merci. Merci, Adja. Donald, est-ce que tu voulais répondre pour l'Afrique centrale? Oui, merci Tania. Je pense que Adja, c'est une question technique. Adja a bien répondu. Un observatoire, c'est un outil technique. Maintenant, au sein des réseaux, vous pouvez aussi créer votre observatoire. Donc, un observatoire, c'est d'abord un outil technique. Maintenant, quand on parle d'observatoires régionaux, je pense que c'est parce que cet outil technique OFAC et OBAPAO a un caractère institutionnel et une entrée avec les institutions du pays. Ça, c'est parce que ces observatoires traitent des données et est lié avec des conventions au niveau international. Donc, je pense que Adja a très bien répondu. Même sur la question de l'adhésion, nous travaillons aussi avec des acteurs techniques qui ne sont pas institutionnels, mais il y a quand même un cadre d'arbitrage avec les acteurs institutionnels qui sont là pour arbitrer, pour coordonner toutes les actions que nous menons. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Donald.
Et merci à tout le monde, à tous nos participants. Nous avons eu beaucoup de personnes des différents pays et en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale et même ailleurs qui ont manifesté de l'intérêt à nous suivre aujourd'hui et qui l'ont fait. Donc, on vous remercie pour ça. Donc, on remercie tout particulièrement nos panélistes qui ont bien voulu nous présenter différents points de vue et différents enjeux, et surtout nos panélistes qui viennent des observatoires, qui ont pu nous parler de ce que ces observatoires font de manière très concrète et surtout comment ces initiatives-là peuvent aider, peuvent appuyer non seulement les pays au niveau national, mais aussi à l'atteinte des objectifs globaux qui sont fixés par les mécanismes internationaux qui existent. Donc, le travail continue, donc n'hésitez surtout pas à consulter les différentes plateformes, la plateforme de l'OFAC, la plateforme de l'OBAPAO qui ont été partagées dans le chat, et aussi à prendre connaissance des différentes actions que nous menons afin de permettre d'avancer avec l'agenda mondial post-2020 pour la biodiversité. N'hésitez pas à nous contacter, l'OFAC, l'OBAPAO et le programme Biopama pour avoir plus d'informations aux besoins et pour voir comment on peut dégager de nouvelles pistes de collaboration pour l'atteinte des objectifs communs que nous avons. Donc, sur ce, je vous remercie tous et toutes de votre participation et de votre intérêt. Il y a encore quelques questions dans le chat, mais malheureusement, nous avons dépassé l'heure de déjà presque 10 minutes. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions par email ou directement à Biopama ou aux observatoires. Nous serons très heureux de poursuivre les échanges avec vous. Donc, sur ce, je vous remercie. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à bientôt pour la suite des actions pour notre biodiversité. Merci. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.